Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, le ponton flottant de Lens-Château. Timothée, aujourd'hui une chronique qui est une suite spirituelle à celle réalisée il y a quelques semaines sur l'Ayawandé. Oui, l'Ayawandé, souvenez-vous, ce navire partagé par le CNRS et l'Ifremer, une première en Guyane, célébré pour les différentes opportunités de recherche qu'il va débloquer grâce à sa grande capacité de mouvement et aux outils à la pointe de la science moderne qu'il embarque à son bord. Et bien, comme prévu, les premières missions ont eu lieu. Et comment se sont déroulées ces missions ? Extrêmement bien. J'en ai parlé avec Antoine Gardel, chercheur au CNRS en Guyane, et selon ses propres mots, ça s'est super bien passé. Il m'a expliqué à quel point, comme souhaité, ça leur a changé du tout au tout leurs conditions de travail en comparaison avec les missions réalisées auparavant. Il a souligné à quel point il était agréable de pouvoir faire beaucoup plus de manip à bord qu'auparavant, notamment à quel point le confort et la mobilité du bateau facilitaient la réalisation de mesures, sans parler de la possibilité de transporter certains outillages plus lourds dans de bien meilleures conditions de sécurité. Super. Donc comme prévu, l'accès au terrain et aux données qui sont sur le terrain a été facilité. Tout à fait. Et si nous avons parlé de l'Ayawandé la dernière fois, il est temps aujourd'hui de présenter un autre outil original permettant l'accès aux ressources, un outil qui a été mis en place près du laboratoire en bas de la route de Montabo. Cet autre outil, c'est un ponton flottant de 43 mètres de long, 1 mètre de large, à partir duquel sont étudiés de multiples paramètres dans un environnement qui est dans une dynamique d'envasement, Lens-Château. Alors ce ponton, il est mobile, c'est-à-dire qu'il flotte, notamment pour éviter qu'il trouble la dynamique sédimentaire qu'il a pour objectif d'étudier. D'ailleurs, il est tellement mobile qu'il arrive qu'il rompe ses amarres et qu'il s'enfuit. C'est déjà arrivé une fois que les scientifiques du CNRS soient obligés d'aller le récupérer dans la vase. Alors blague à part, c'est normal de rencontrer ce genre de petits contretemps. C'est la première fois qu'est mis en place une telle installation, donc forcément, quand on innove, on essuie un peu les plâtres. Ici, la force des vagues a probablement été sous-estimée par l'entreprise qui a installé cette structure, mais le problème a donc été réglé assez rapidement, et il faut quand même noter qu'aucun capteur n'a été abîmé puisqu'ils sont placés au devant du ponton, par rapport à la houle, pour éviter que le ponton, tout flottant qu'il soit, ait un impact sur le résultat des mesures. Donc quand il est parti, le ponton a dérivé dans le sens des vagues, derrière les capteurs. Alors, l'avantage de ce ponton, c'est donc qu'il est accessible en toutes conditions, à l'inverse d'un ponton plus classique sur pilotis, qui pourrait être moins accessible avec une forte marée notamment. Et à quoi il sert ce ponton, Timothée ? Eh bien, basiquement, ce ponton permet d'étudier l'ensemble des paramètres qui entrent en jeu lors de la transformation du milieu, qui est ici dans une période d'envasement. Il permet donc de faire des relevés sur une période de temps longue de différents paramètres en lien avec les mouvements hydrosédimentaires. La composition de l'eau, sa concentration en sédiments, la force du courant, de la houle, sa température, sa salinité, la turbidité, les cycles des marées, etc., etc. Autant d'éléments qui permettent de mieux connaître les processus en jeu dans la transformation de la vasière et sa colonisation par la mangrove dans un contexte très particulier et très lié à la Guyane, une période donc d'envasement. Car oui, Lens-Château est actuellement en train de s'envaser, depuis un bon moment en fait, ce qui est tout à fait normal, et arrive régulièrement, environ tous les 10-15 ans, jusqu'à ce que la vade s'érode de nouveau, soit érodée par les vagues, et que l'eau revienne jusqu'au rocher. D'ici là, donc de la mangrove se sera installée, une bonne grosse forêt de mangrove a priori, et elle disparaîtra d'elle-même lorsque la vase qui lui a permis de s'établir se sera déplacée vers l'ouest. Ce phénomène d'envasement temporaire, il nous vient des déplacements des sédiments dans l'eau, sédiments tout droit issus de l'Amazone. C'est une dynamique naturelle qu'on peut certes retrouver ailleurs dans le monde, mais dont l'intensité est assez exceptionnelle en Guyane, de par sa mobilité et sa force. Malheureusement, c'est aussi un phénomène qui est assez compliqué à étudier de par sa complexité. En effet, donc il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu, comme on a pu le voir, et c'est pour tenter d'en savoir davantage, de mieux comprendre ce phénomène, que le ponton ainsi que l'Ayawandé ont été mis en place. Il y a aussi des capteurs qui ont été placés en complément dans l'estuaire de Cayenne, notamment, pour étudier les effets du passage d'un banc de vase devant cet estuaire. On en avait déjà parlé un peu la dernière fois, mais pourquoi étudie-t-on les marées dans les estuaires ? Quel est l'intérêt ? Tout simplement parce que les estuaires en Guyane concentrent énormément d'enjeux humains et environnementaux, alors qu'ils sont extrêmement sensibles aux variations naturelles du milieu, notamment selon les déplacements de la vase sur le littoral. Chaque estuaire, selon la force du débit des rivières qu'il alimente, sa taille, sa morphologie ou encore son exposition aux marées et aux vagues fonctionne différemment. Selon Antoine Gardel, chaque estuaire guyanais mériterait qu'un doctorant se penche dessus, c'est pour vous dire. Étudier chacun des estuaires permet ainsi aux scientifiques de comprendre exactement comment tous ces paramètres se chevauchent pour influencer l'estuaire
et la composition de l'eau des fleuves étudiés. Pour aborder le fonctionnement de ces estuaires, les scientifiques s'intéressent aussi aux dynamiques selon les saisons. En effet, en saison sèche, la vase peut rentrer plus en profondeur dans les estuaires et se déposer dans les cours d'eau. En saison humide, c'est l'inverse. On a un effet de chasse plus important, qui d'ailleurs façonne les berges et les chenaux. En étudiant les comportements aujourd'hui, on peut mettre en place des outils de modélisation des dynamiques qui se produiront dans le futur. Et ça a de vraies applications directes, donc aider à la navigation, à l'accès aux ports, gérer les intrusions salines sur le pompage de l'eau qui alimente les villes, prévoir aussi les futurs effets du réchauffement climatique qui risquent de poser problème dans le futur si le niveau de la mer monte trop. Pour la navigation, c'est aussi important d'ailleurs pour prévoir le coût des opérations de dragage futures pour éviter que les ports s'envasent. Pour l'anecdote, dégrade des cannes est d'ailleurs l'un des plus coûteux au monde pour cette raison. C'est pour ça qu'on étudie également la houle, car elle joue également sur le déplacement des bancs de vase. Ces bancs de vase, ils bougent grâce à un phénomène de recyclage, c'est-à-dire qu'ils se déplacent par l'arrière, qui est lavé par les vagues. Donc plus la houle est forte, plus ce déplacement est rapide et va se perpétuer le long de la côte, jusqu'à être dispersé différemment par un estuaire sur sa route. D'où, une fois encore, l'importance de comprendre et de documenter le mode de fonctionnement de cette houle et de ces estuaires. On ne chôme pas visiblement, mais le CNRS et l'IFREMER semblent bien équipés. Ah ça, ils le sont, à n'en pas douter. Le laboratoire LEISA n'a rien à envier à des laboratoires plus importants en termes de moyens. Il faudrait toutefois, selon Antoine Gardel, parvenir à mettre en place davantage d'initiatives pour acquérir des données pour des études sur le long terme, des projets menant à la création d'outils d'accès, comme le ponton, ou des campagnes de mise en place de capteurs. Comme je l'ai expliqué, on essaie de produire des modèles pour le moment, mais pour que ces schémas de prévision soient fiables, il faut des données. Mais ces données, on en manque, car en mer, elles sont dures à aller chercher, de 1, en particulier en Guyane, et de 2, on manque de références auxquelles les comparer. Autre élément qui nuit à la justesse des prévisions, il y a pour le moment de nombreux paramètres dont on ne peut rendre état justement à cause de l'évolution constante des conditions de la côte, comme pour la bathymétrie par exemple. La campagne de mesure que je viens d'évoquer dans l'estuaire de Cayenne n'a duré que quelques jours. Donc il y a eu des tentatives, des houlographes déployés au large par les services de l'État, par exemple, pour avoir des études sur le long terme, mais bon, malheureusement ça s'est pas très bien passé, ils sont soit tombés en panne, soit ont été perdus, purement et simplement. Face à ce constat, on fait autrement. L'une des solutions pour pallier à cette difficulté de récupération des données sur le terrain, c'est de passer par les airs avec des images satellites. La Guyane est même un des territoires précurseurs pour ça, puisque c'est depuis les années 80 que les déplacements hydrosédimentaires sont immortalisés via l'espace. Ces prises de vue satellitaires ne suffisent toutefois pas. Il faudra les vérifier sur le terrain, et comme les scientifiques connaissent à l'avance l'heure de prise de vue des images, ils se rendent au même moment sur le terrain pour analyser ce que va capturer en photo le satellite, pour documenter précisément ce qui est pris en photo. Mais selon Antoine Gardel, tout ceci est encore insuffisant pour réellement rendre compte du fonctionnement présent et futur du littoral, et c'est pour ça qu'il est important de poursuivre les efforts pour instrumenter de façon pérenne les zones littorales et estuariennes. Donc, en réponse au déboire des capteurs dont on a parlé tout à l'heure, je dois à présent préciser que le CNRS est lui parvenu à mettre en place des capteurs dans l'estuaire de Cayenne qui envoient des données depuis maintenant 1 an, donc c'est déjà pas mal. Dans le cas des services de l'État, on va assister avec ces capteurs perdus en cherchant une solution pour rendre la collecte des données pérennes sur le long terme. L'ensemble de ces démarches sont supportées par de nombreux acteurs du territoire, l'Office de l'eau, la DGTM, le CEREMA, parce que en fait, ces données sont très recherchées, elles servent à plein d'acteurs différents pour la gestion du territoire. Donc on assiste à une co-construction des données scientifiques qui bénéficient à toute la Guyane grâce à l'amélioration de la qualité des données scientifiques guyanaises qui peuvent donc de plus en plus compter sur des forces vives, de l'instrumentation fiable et de la ressource humaine. Dans cette logique d'amélioration de nos connaissances sur les dynamiques hydrosédimentaires, il faudrait amener en fait à la création d'un observatoire de toutes ces dynamiques. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette réflexion que se positionne le projet MESH, qui initie et contribue à développer le milieu scientifique guyanais dans ce secteur de recherche pour pouvoir lancer à l'avenir des projets plus ambitieux dans les années à venir. Et effectivement, c'est un enjeu, car quand on sait que selon les prévisions du GIEC, l'élévation du niveau de la mer devrait impacter fortement nos océans, et notamment ces mouvements de vase, qui sont également très liés aux dynamiques de l'érosion du littoral. Et ce sera le sujet d'une autre chronique à n'en pas douter. Merci Timothée.